Claire Dion, je suis directrice générale adjointe du Fonds indépendant de production et du Fonds Bell. Première question très large. Qu'est-ce que la découvrabilité des contenus audiovisuels pour vous? Vous me donnez une réponse simple. Oui, c'est très large, effectivement. C'est, moi, j'ai travaillé depuis plus de 20 ans dans des organismes de financement de contenu et le contenu francophone. Et je me suis beaucoup intéressée à l'avenir et à la place du contenu francophone dans le monde. Surtout que les fonds que je gère sont des fonds pan-canadiens. Alors, c'est-à-dire que j'ai vu tout ce qui se passait pour la production anglophone. Donc, je me suis dit, mais pourquoi la production francophone malgré le fait que la production francophone a du financement, c'est quand même, une fois que la production est terminée, et elle n'est pas nécessairement vue à l'extérieur du Québec. Si on parle des grandes séries télé et tout ça. Alors, je me suis intéressée et à un moment donné, le terme découvrabilité a apparu. Et je pense que je devance peut-être un peu dans les questions, mais j'ai vu une des premières conférences qui avait été organisée par le CRTC sous justement le terme de la découvrabilité. Et j'ai vu cette femme, Josée Plamondon, qui a posé une question que j'ai trouvée tout à fait pertinente. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée personnellement à la découvrabilité. Donc, on peut dire que c'est de là, de ce sommet-là qui avait été organisé par le CRTC, l'ONF, et il y avait Téléfilm aussi dans l'organisation. Mais est-ce qu'il y avait aussi, en dehors de ça, dans le milieu, vous aviez senti des besoins, il fallait en arriver là de toute façon, même s'il n'y avait pas eu ce sommet organisé par le CRTC, à développer des outils puis des pratiques pour assurer la découvrabilité des contenus? Je pense que oui, parce qu'on voyait la courbe de pénétration chez les diffuseurs qui commençait à diminuer. Et puis, moi, ça faisait 20 ans aussi que je travaillais en financement pour des productions interactives, des productions de convergence. Alors, on voyait bien qu'il se passait quelque chose. Et puis, c'était vraiment le clash entre les milieux traditionnels, finalement, et ce qu'on appelait les nouveaux médias. Alors, c'était un peu instinctif pour moi, parce que je ne suis pas une experte, j'étais pas du tout une experte. Et notre organisation est très, très, très petite, donc on n'a pas de spécialistes, on n'a pas avec lesquels on travaille. Donc, c'était assez instinctif pour moi, mais suffisant pour que je sente qu'on était effectivement rendu là. Mais de là à savoir qu'est-ce qu'on allait faire, c'était quoi ça, la découvrabilité, ça a pris quand même... Ça m'a pris quand même un an, moi, à essayer de décoder tout ça et de convaincre après ça mes supérieurs et puis le conseil d'administration qu'il fallait peut-être qu'on s'y attarde à cette fameuse découvrabilité. J'aimerais ça qu'on revienne sur production de convergence parce que c'est une notion que tout le monde ne connaît pas. Donc, peut-être essayer rapidement de nous expliquer d'où ça vient, la production de convergence, et où est-ce que ça en est aujourd'hui, étant donné que le CRTC a changé les règles des fonds. Donc, si on peut faire la genèse de tout ça. Ça vient de loin, là. Ça vient en 1997, lors des essais de la télévision, justement, la télévision interactive de Bell. Il y a un fonds qui avait été créé, et puis c'était le fonds Bell. Et puis le fonds Bell, à ce moment-là, s'appelait le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell, donc les nouveaux médias. Alors ce fonds-là avait décidé justement de financer la production de contenus convergents, c'est-à-dire les contenus interactifs qui accompagnaient des contenus traditionnels. Alors, admettons, à titre d'exemple, une série télé et un site web qui accompagnait l'émission télé pour, si c'était un documentaire, ça pouvait être un site de référence, ça pouvait être, des choses comme ça. Après ça, il y a le jeu qui est venu aussi. Pour les enfants, c'était surtout du jeu. Donc, c'était des contenus interactifs, donc c'est ça, interactifs, donc qui nécessitaient une interaction avec le public, mais qui étaient liés à des émissions de télé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans le système de la radiodiffusion et que l'argent vient toujours des mêmes groupes. Donc, il fallait qu'il y ait une attache à la télé traditionnelle ou au long métrage. Alors, c'est ça, la convergence. Et puis, donc, le Fonds Bell a été le premier à financer des projets de convergence, suivi très, très, très rapidement par
Téléfilm, le Fonds des médias, et puis après ça, le Fonds Québécois, et puis bon, il y a eu tous ces fonds-là, c'est tout, je pense, le Fonds Québécois. Et puis, alors, on a continué notre petit bonhomme de chemin comme ça pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'à l'automne 2016, le CRTC change la réglementation des fonds et nous demande de changer le pourcentage. On faisait au moins 80% en médias interactifs et en nouveaux médias, et le reste, bon, on avait un complément de financement pour les émissions de télé. Et là, il a fallu changer ça complètement et revenir au financement de contenu linéaire, que le CRTC appelle la programmation. Et puis, donc, avec un gros pourcentage de la majorité de notre argent maintenant va au contenu linéaire. Par contre, à travers tout ça, moins de convergence, mais oups, les web-séries sont apparues. Alors, donc, le contenu linéaire inclut, bon, les séries télé, évidemment, traditionnelles telles qu'on les connaît, mais les séries de format court aussi, là, communément appelées les web-séries. Alors, donc, c'est pourquoi ça a amené les fonds que vous gérez à se rendre compte. Est-ce que ça a un lien, je dirais, un lien avec les problèmes de découvrabilité, le fait que ces nouvelles web-séries-là n'avaient pas nécessairement l'appui d'un diffuseur? Est-ce que vous avez pu constater ça, entre autres? Bon. Je ne sais pas quel bilan on peut faire de tout ça. Mais moi, je pense que le Fonds Bell a été visionnaire et a fait de la convergence peut-être trop tôt. Peut-être que c'était trop tôt. Il y a eu toutes sortes de choses, hein, avec, évidemment, il y a un manque d'argent en télévision traditionnelle. Alors, c'est sûr qu'il y a un lobbying assez fort, qui est assez puissant pour pouvoir, de la part de ce secteur de l'industrie, pour avoir plus d'argent, bon, c'est bien normal. Et puis, et on n'a pas... c'était du complément de financement, il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait que, je peux pas déterminer un seul élément pour dire, ben, c'est à cause de ça. Il y a plusieurs choses qui ont fait que ça n'a pas marché. À un moment donné, c'était n'importe quoi aussi, la convergence, là. Des bloopers, ça devenait de la convergence. Alors, et avec peu d'efforts mis sur, et là, on pourrait peut-être en parler longtemps, la promo, c'est-tu la découvrabilité, c'est-tu la promo. À ce moment-là, il y avait très peu de promos pour justement ces contenus interactifs. En fait, on peut dire que les contenus interactifs pour les enfants fonctionnaient très bien. Bon, parce que ça fait longtemps que les tablettes, qu'il y a beaucoup de contenus qui sont offerts aux enfants, des contenus interactifs. C'était naturel et c'était naturel. Mais bon, il y a tout un secteur de l'industrie qui s'est développé aussi, là, de secteur de nouveaux médias, les fameux producteurs nouveaux médias. Alors, il y a eu plusieurs facteurs, pour moi, qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Bien, ça n'a pas fonctionné, ça aurait peut-être fonctionné, mais peut-être que c'était trop tôt pour faire autant de contenu aussi. On en a fait beaucoup, hein, en 20 ans. Le Fonds Bell a investi 100 millions de dollars, sans compter là, tout ce que le Fonds des médias a mis aussi en convergence. Alors, c'est beaucoup de sous. Mais aussi, pour expliquer pourquoi les fonds sont arrivés à mettre en ligne, il y a tout des outils, des ressources qui sont en ligne sur des fonds Bell, comme le fonds indépendant de production, le guide Êtes-vous repérable, et puis des outils vraiment pour comprendre comment les métadonnées fonctionnent. Donc, c'est venu d'un besoin d'identifier, d'une demande des producteurs, ou c'est vraiment un besoin que vous avez identifié, vous, en voyant les projets? Moi, ça n'a pas du tout été une demande des producteurs. Là. Je pense que les plus difficiles à convaincre, ça a été les producteurs. OK, on a commencé au fonds indépendant de production, parce que là, je gère deux fonds, ils sont quand même différents. Bon, alors, comme je vous disais, c'est venu d'une curiosité quand j'ai entendu Josée en me disant il y a quelque chose là-dedans qu'il faut que j'explore. Alors, et au fonds indépendant, le fonds indépendant a aussi fait un virage 180 degrés en 2010. Le fonds avait beaucoup de sous, puis on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avec pas beaucoup de sous? Finançons des web-séries. Alors, on a commencé avec les web-séries. Et puis, alors tout ce qui est numérique n'est pas
pas régi par les règles de l'industrie, là, en général. Alors, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Et puis, il y a eu ce terme-là de la découvrabilité. Et avec José, on a commencé à faire un petit peu de recherche. Avec Benoît Baudouin aussi de TV5 et du Fonds TV5, un petit peu de recherche. Puis on s'est dit, et c'est quand on essayait de chercher sur Google des web-séries francophones. Elles ne sortaient pas, les web-séries, il y avait des web-séries canadiennes qui sortaient, des web-séries anglophones, des web-séries françaises, et on s'est mis comme ça à dire, oui, mais on n'arrivera jamais à rien, parce que rendu là, j'avais comme un petit peu compris ce que José voulait dire par les machines se parlent. Alors, donc, on s'est dit, mon Dieu, il faut faire quelque chose avec ça. Et puis, c'était tout simplement, et moi j'ai réussi à convaincre mon conseil d'administration, on peut-tu débloquer un petit peu de sous? Et on s'y est mis, José, Benoît et moi, en disant, OK, on fait quoi avec ça? Et Harold Gendron, qui était à la SODEC aussi à ce moment-là. Et là, on a vraiment fait du pratico-pratique, hein, on s'est installé, puis on faisait des tests avec des séries, et des séries qui étaient diffusées sur des sites de diffuseurs, là, et des diffuseurs qui disaient, OK, on les fait, nous autres, les métadonnées, mais ça ne sortait pas plus, là. Alors, on s'est dit, bon, on va écrire un guide, et puis on va écrire un guide, on dit en langage bébé, là, mais c'était vraiment langage le plus simple possible, parce que, bon, moi, j'avoue que ça m'a pris 6 mois avant de décoder, avant de comprendre, avant... Donc, alors, on a commencé avec ça au Fonds indépendant, puis on l'a même traduit en anglais. Alors, c'est donc un outil qui est sur notre site depuis 2014, qui est également, qui appartient au domaine public, là, Common, il a été fait sous Common Creative. Et puis, donc, il est sur le site du Fonds TV5, il est sur le site de la SODEC, bon, enfin, tout le monde peut l'utiliser. Alors, on a commencé avec ça, un guide assez simple dans lequel, bon, José expliquait, bon, premièrement, pourquoi c'était important. Donc, c'était vraiment le b.a.-ba, aller jusqu'à, bon, expliquer que les moteurs de recherche se parlent, et il faut donc, à partir de maintenant, parler le langage des moteurs de recherche. Bon, et c'est qui parle le langage des moteurs de recherche? C'était vraiment ça. Alors, pourquoi c'est important? Après ça, bon, pour qui? Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour favoriser cette découvrabilité-là? C'était un article IMDb, un article Wikipédia et la création des données, justement, avec Google Schema. Bon, c'était aussi simple que ça. Bon, essayez de faire ça. Alors, donc, le Fonds indépendant de production, qui n'a pas beaucoup de sous, qui donnait un petit peu d'argent pour faire des web-séries, puis là, ben, tout le monde disait, ah, mais ça coûte cher, ça coûte cher. Non, non, pas ça, ça coûte cher. Alors, on ne pouvait pas obliger personne à le faire. Alors, mais on a continué avec notre bâton de pèlerin d'essayer de convaincre les quelques personnes autour de nous et les quelques producteurs francophones. Je dois dire qu'à Toronto, les producteurs, on avait beaucoup moins de difficultés à reconnaître et à repérer les web-séries anglophones, parce que les producteurs anglophones faisaient déjà des pages IMDb, c'est comme dans leur ADN. Et donc, on a continué, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et puis, en 2016, bien, arrive le CRTC, change les règles des fonds. Alors, le Fonds Bell s'est retrouvé a dû changer complètement ses programmes. Alors, on a pris une pause de quelques mois, on a tout revu. Et il y avait le fameux terme découvrabilité. Et nous, on avait, dans le CRTC nous permettait d'utiliser 10% de nos sommes pour les productions néomédiatiques. Bon, alors le fameux néomédiatique, qui est probablement ce qui était les productions nouveaux médias qui accompagnaient les séries télé avant, mais 10%, c'est pas beaucoup de sous. Alors, ça représentait à peu près 1,5 million pour nous, pour l'ensemble du Canada. Alors, quand on sait que, bon, un site jeunesse accompagnant une émission pour enfants, ou même pas, peut coûter 500 000 $ facilement, on se retrouvait avec, bon, ben, pouvoir faire trois projets par année, 2 en anglais, 1 en français. Ça n'avait pas de sens. On ne savait pas trop. Finalement, beaucoup de choses qui peuvent aller dans le néo-médiatique. Et on s'est dit, bon, OK, le terme à la mode, découvrabilité, allons-y, let's go en découvrabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, on a donc créé des programmes, dont un programme de format court, fiction et non-fiction. Alors, évidemment, le Fonds Bell a quand même un peu plus d'argent que d'autres fonds.
Et le Fonds Bell a décidé, en plus de l'argent de production, qu'il allait accorder un montant quand même assez important pour justement des éléments de découvrabilité. Alors, le Fonds Bell peut accorder jusqu'à 150 000 $ de subventions en production et 50 000 $ pour des activités de découvrabilité. C'est des montants maximum et c'est basé sur le plan que le producteur dépose. Alors, donc, là, le producteur, bon, je pense qu'il n'y a plus d'excuses pour dire je ne peux pas le faire. Et puis, mais on commence à peine, là. Alors, on ne peut pas avoir de résultats. Tout ce qu'on fait présentement, c'est s'assurer que les plans de découvrabilité sont suivis. Alors, ce qu'on a fait avec ça, parce qu'on s'est dit, bon, il faut créer des outils. Alors, donc, il y a toujours, au Fonds indépendant, le guide Êtes-vous repérable, qui est encore très valable. Et puis, au Fonds Bell, ben là, on a expliqué. OK, on explique qu'est-ce qu'on entend, nous, par un plan de découvrabilité. Donc, on a dit, dans un plan de découvrabilité, c'est effectivement la création de métadonnées. Ça, pour nous, c'est devenu la base, là, maintenant. La question ne se pose même plus. Et toutes les autres activités, des activités de promotion, des activités de marketing, des activités qui ne sont pas généralement incluses dans le budget de production, peuvent faire partie d'un plan de découvrabilité. Alors, on explique très bien ce qu'on veut dire. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir là-dedans des contenus interactifs, admettons. Il peut y avoir des contenus interactifs. Alors, pour nous, c'est là que le néo-médiatique va se situer à peu près là, dans ces activités-là. Alors, on a sur notre site, on a ce qu'on entend par les activités, on a des outils qui ont été développés aussi, les 10 points importants, une conférence de José Plamondon, et on a aussi un programme de développement professionnel où on invite les associations professionnelles de l'industrie à déposer des projets. Puis là, le buzzword, bien évidemment, c'est découvrabilité depuis 2 ans. Là, tout le monde fait ça. Là, puis là, bien, il y en a des nouveaux là, qui s'appellent les minorités visibles, bon, les femmes et tout ça. C'est des buzzwords dans l'industrie. Là. Alors là, présentement, la découvrabilité, c'est vraiment, bon, les associations nous approchent, on veut faire une journée, on veut faire ceci, on veut faire cela. Alors, on a aussi le mandat de développer les régions, les producteurs francophones hors Québec. Alors, on va concentrer probablement ces activités-là de découvrabilité avec ces gens-là en région et les producteurs francophones hors Québec. Donc, vous avez dit tantôt, c'est pas facile de mesurer les résultats encore parce que c'est nouveau, c'est récent. Mais cela dit, est-ce qu'il y a moyen de mesurer, est-ce que vous avez réfléchi à ça, comment ça va être évalué, comment ça va être mesuré, qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qu'on veut évaluer, est-ce que ça va être possible éventuellement? Le Fonds Bell accorde des subventions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de... il y a beaucoup moins de règles avec les subventions. C'est-à-dire que les suivis après la fin de la production sont moins serrés que ceux, admettons, si on fait de l'investissement. Alors, si on fait de l'investissement, les producteurs ont beaucoup de rapports à fournir par la suite. Donc, on a plus de moyens de poser des questions puis d'aller chercher de l'information. Avec des subventions, c'est un petit peu plus difficile. Il va falloir qu'on fasse l'exercice, effectivement, parce que c'est quand même... ça commence à faire pas mal d'argent, là. Et au-delà de l'argent, il faut savoir si ce qu'on fait a une certaine valeur aussi, là. Alors, c'est sûr que les métadonnées, on peut vérifier si elles ont été faites, si elles ont été bien faites. Bon, ça, c'est possible. Est-ce que, effectivement, il y a un article IMDb qui a été fait? Est-ce qu'il est mis à jour? Ça, c'est tous des mécanismes qu'il faut mettre en place, effectivement. Bon, les articles Wikipédia, on sait comment ça fonctionne Wikipédia, mais ça ne peut pas être de l'autopromotion. Donc, il y a une façon de faire qu'on explique aussi dans le guide d'Êtes-vous repérable. Mais on n'a pas spécifiquement là, on va vous mesurer de telle façon après. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, vous nous présentez un plan très détaillé, et là, on vous suit dans votre plan. Donc, la première étape, c'est de s'assurer que les gens font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient avec l'argent qu'ils ont. Et là, c'est bien sûr qu'on a des moyens d'intervention dans ce sens que si ce n'est pas fait, on peut dire, vous n'aurez pas tout l'argent que vous aviez demandé parce que vous n'avez pas fait tout ce que vous étiez supposé faire. Ça, c'est une première étape. Mais c'est certain qu'il va falloir... mais je pense qu'il faudrait se mettre à plusieurs pour ça. À plusieurs, c'est-à-dire plusieurs organismes, oui, de financement et aussi de... dire, OK, après, on va mesurer ça comment? Oui.
tous parce que, bon, à la télé, on a les codes d'écoute, on a les critiques, les prix, bon, tout ça, bon, et tout le monde s'entend là, que c'est ces mesures-là finalement. Mais là, on n'est pas encore là. Mais les web-séries qui sont financées par le fonds, c'est le fonds Bell qui finance des web-séries, c'est-à-dire le fonds indépendant. Le fonds indépendant a commencé en 2010 oui. Et le fonds Bell a créé ce programme-là l'année dernière. Donc, ils sont diffusés, est-ce qu'ils ont toujours une plateforme de diffusion quand ils présentent leur projet ou alors une ça part. plateforme de diffusion accessible au Canada. Oui, OK. Donc, Netflix est accessible au Canada, YouTube c'est accessible au Canada, aux Canadiens, je dirais. Il y a déjà donc les statistiques qui existent sur la fréquentation, sur la plateforme de diffusion officielle. Il y a ça qui peut. Ça, est-ce que c'est une information que vous demandez aux producteurs? Qu'est-ce que vous avez eu comme visionnement? Les Google Analytics? C'est automatique. Oui. Autant au FIP qu'au Fonds Bell, on demande effectivement toutes les statistiques de visionnement, d'achalandage, tout ça. Mais ça, c'est juste une partie là, des résultats. Hein. Alors, ça, on demande effectivement. Mais au-delà de ça, comme les métadonnées, comment on va faire? Bon, un producteur qui fait bien ses métadonnées pour sa production, comment on va faire par la suite? C'est très abstrait, hein? Mm. Et puis comment on va faire par la suite, là, dans 6 mois, dans 1 an? Bon, une fois que la diffusion aura eu lieu, parce que la vie ne s'arrête pas là pour une œuvre, comment on va faire après pour déterminer que cette œuvre-là est allée plus loin, elle a sorti du cadre canadien, sans nécessairement avoir fait une vente spécifique ou avoir été présentée sur une plateforme, bon, en Italie ou je ne sais pas où, parce que c'est ça, là, les fameux liens qui sont faits, là, les métadonnées, les liens, les créateurs, les artistes, bon, tout ça. Alors, ça, est-ce que ça va avoir apporté quelque chose? Quelle valeur on pourra accorder à ça dans 6 mois, dans 1 an? Je ne sais pas. Ça serait vraiment, je pense qu'il faudrait travailler collectivement là-dessus. Il y a la question des droits aussi, comment ça fonctionne pour, justement, s'ils sont les producteurs, est-ce qu'ils ont les moyens de diffuser hors territoire canadien ou est-ce qu'il faut qu'ils négocient des droits pour l'international? Est-ce que ça fait partie de leur plan de découvrabilité aussi? Je pose ma question un petit peu, c'est un peu vague. Oui, mais... la vie de l'œuvre, finalement, oui. ça fait partie. Là, la distribution, le marketing, la promotion, les ventes à l'étranger, tout ça fait partie de l'ensemble du plan. Mais il y a déjà des choses qui sont acquises dans les budgets de production. Hein, mais bon. Alors, c'est certain que j'imagine que ça dépend aussi de la philosophie de chacune des maisons de production, de vouloir être pérenne, de vouloir créer un catalogue, de vouloir... mais c'est certain que si on pense aux droits, si on pense aux droits, je pense qu'on pense à la même chose, on pense surtout aux droits de suite de l'IDEA, c'est quand même des règles qui existent selon l'ancien modèle. Là. Moi, je dis déjà l'ancien modèle quand je parle de la télé, quand je passe à la télé, mais c'est sûr que tout ça doit être revu, je pense, dans un contexte. Présentement, l'UDA a une convention pour les droits web, pour les droits télé, mais quand on fait une vente à l'international maintenant, les étrangers ne font plus de distinction là, entre télé-web. Un acheteur d'une plateforme française va dire, ben moi, je la veux, là, France Télévisions, je la veux pour toutes mes plateformes. Télé, web. Donc, c'est sûr que si le producteur canadien n'a que les droits web, ben, c'est sûr que les droits télé vont lui coûter bien cher rendus là. Alors oui, c'est à considérer. Puis les web-séries, ben, souvent, c'est des jeunes producteurs. Les budgets sont très réduits et ils sont pris avec toutes les contraintes de n'importe quelle production. Là. Justement, les droits UDA, les droits de suite, les assurances erreurs et émissions, toutes ces choses-là. Alors, mais je pense qu'il va falloir il faudrait que tout le monde réussisse à s'adapter à une nouvelle réalité qu'on ne maîtrise pas encore non plus, là, parce que, et avec des joueurs qui sont énormes, on le sait, là, les majors aujourd'hui, bon, on sait c'est qui, puis on sait ce qu'ils contrôlent, alors j'avoue que j'ai pas de solution là, pour ça, mais c'est à considérer, mais
En fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est que les producteurs prennent les droits, tous les droits, télé, bon, d'exploitation et tout ça, puis pour une période, et puis... Pas de boule de cristal, mais peut-être, moi, je conclurais, pour conclure, là, comment vous voyez l'avenir du contenu francophone du haut des vingtaines d'années passées dans le milieu à financer ces productions-là? Comment ça se dessine pour vous? Vous l'avez dit, je n'ai pas de boule de Oui. cristal. On dit que les jeunes n'écoutent plus la télé, mais les jeunes consomment beaucoup de contenu. On dit que la langue n'est plus un problème. J'ai déjà posé la question à des étudiants de l'INIS, bon, par curiosité, vous écoutez quoi? Bon, ou, OK, vous écoutez telle chose sur Netflix, ou vous écoutez telle chose, OK, est-ce que vous savez d'où vient cette production que vous écoutez? Hein, elle vient, maintenant, on voit sur Netflix, il y a des productions vraiment de tous les pays. Ils n'en avaient aucune idée. Pour eux, ça n'avait absolument aucune espèce d'importance. Alors, puis oui, mais francophone, ben, je suis capable d'écouter en français. C'est en français, oui, mais c'est parce que c'est traduit, c'est sous-titré. Il semblerait que, bon, ça n'a plus d'importance pour eux. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est offrir des contenus de grande qualité et puis et s'assurer que nos contenus vont avoir une place. Puis s'assurer que nos contenus vont avoir une place, c'est en suivant toutes ces règles-là de découvrabilité, au moins pour ça, si ce n'est que pour ça, pour s'assurer d'une place, dire à quelque part on existe. Oui. Donc, comment le contenu va réussir à se démarquer, contenu francophone particulièrement, là, comment va-t-il réussir à se démarquer dans l'avenir des plateformes de streaming qui vont être la façon dont les gens vont consommer en grosse majorité maintenant le contenu? Est-ce qu'on peut entrevoir ça? Qu'est-ce qu'il leur faudrait plutôt au contenu francophone pour réussir à se démarquer? Je ne sais pas ce qu'il leur faudrait. Là. On dit que bon, les abonnements à Club Illico, ça va bien. Tout.tv, Tout.tv Extra. Donc, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même un appétit pour le contenu francophone. Mais je ne sais pas, est-ce que le Québec, c'est le village des Gaulois? Est-ce que, bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est une question, je ne sais pas, politique aussi. Est-ce qu'on va vouloir continuer? Est-ce qu'il va y avoir un effort politique pour soutenir? Parce que le contenu va toujours avoir besoin de soutien. Et puis, ça je sais pas. Je sais pas, ça commence petit et il y a beaucoup d'éducation à faire, je pense. Puis, mais il y a des séries qui ont très bien marché et qui marchent encore très bien. Là, donc, on sent qu'il y a cet appétit-là. Alors, il faut s'adapter, je pense. Hein? Le mode de visionnement sur Netflix, c'est extraordinaire de pouvoir visionner sans pause commerciale. Là. Je ne sais pas, y a encore quelqu'un qui écoute des séries coupées, on les enregistre parce qu'on aime ça, hein, les écouter en rafale. Alors, tout le monde, je pense, va avoir besoin de s'adapter peut-être justement au mode d'écoute. Et puis après ça, ben, le français, il va falloir... est-ce que la culture, est-ce que nos contenus audiovisuels sont un élément de culture et de sauvegarde du français? Ben merci en tout cas pour toutes ces réponses. Je trouve ça très, très intéressant. Mais je vous écoutais parler avec tout ce que vous avez fait pour investir, pour soutenir ce milieu-là, qui finalement, ben même après, les constats ne sont pas nécessairement très roses. Il y a eu beaucoup d'initiatives. Je pense qu'il y avait une éducation, puis une mise à niveau, je dirais, donc, entrer dans le code, là, avec les métadonnées, les algorithmes, donc déjà comprendre ça, puis faire le minimum. Mais ce que je comprends, c'est que ça n'assure pas du tout la découvrabilité, puis ça n'assure pas du tout le financement, la créativité d'œuvres de qualité. Puis il y a aussi une réalité, c'est que de moins en moins de financement disponible pour les producteurs. Moi, ce que je me posais comme question, est-ce que vous avez déjà pensé, ou il y a déjà des gens qui ont discuté de l'idée de mettre des incubateurs de production, de nouvelles productions, plutôt que d'aller financer des projets individuels de gens qui viennent vers vous, de mettre à disposition des instruments de production, donc toutes les équipes de production pour des jeunes, pour que ça soit plus facile et aussi que ça soit plus facilement diffusable. Je vous ai entendu parler avec la complexité des droits de ceci, etc. Donc,
les conventions collectives. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un espace de créativité à créer qui serait en dehors de ça, qui nous permettrait justement de sortir de ces logiques qui nous paralysent? Et à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait de la nouveauté, de la richesse, de la qualité qui pourrait sortir de là. Je pense à des artistes qui n'ont pas les moyens de se payer des acteurs qui ont de l'expérience, mais qui peut-être dans un cadre établi pourraient avoir accès à de très bons, sans avoir le problème des conventions collectives, sans avoir à gérer des droits. Il me semble que c'était peut-être ça quand on pense à YouTube, par exemple, les YouTubeurs, ils sont en dehors de cette logique-là. Ben, de moins en moins vrai, là, je serais d'accord, mais je ne sais pas si vous avez pensé à ça, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, donc de créer des espaces de créativité, de production qui sortiraient justement des logiques un peu traditionnelles qui posent des contraintes énormes. Ben, c'est autre chose à ce moment-là. On n'est plus dans un contexte industriel. Là. Je pense que, bon, il y a l'industrie, il y a une industrie qui s'est mise en place. Et mais il n'y a rien qui empêcherait, je pense, des créateurs de se réunir. Mais dans une logique industrielle, et pour avoir une diffusion à la télé, ben, il faut que la personne qui a fait l'œuvre détienne les droits et qu'elle détienne tous les droits nécessaires à la production et à l'exploitation de l'œuvre. Donc, des studios, je pense que je comprends, ça serait plus un studio de création. Là. Parce que tout à l'heure, on parlait avec de quelqu'un qui faisait de la formation des jeunes, etc., puis il disait qu'ils sont vraiment dans une logique, hein, je ne sais pas si tu te souviens, donc cette idée que qu'est-ce que tu as à dire, comment tu vas passer ton message, puis ils sont beaucoup dans le mode technologique, et puis ils sont entrés dans cette productivité, là, dans cette production technologique sans véritablement avoir cet espace de création. Donc, ce qui mine un peu la qualité des œuvres, la force des messages, etc. Donc, c'est juste dans le sens où est-ce que si on veut éventuellement que dans 15 ans, on ait des créateurs qui soient justement le socle d'une nouvelle industrie riche en contenu, riche en découvrabilité, est-ce qu'il ne faudrait pas justement investir dans je dirais, la création d'un espace où est-ce que ça peut éclore, où est-ce qu'on peut sortir de certaines logiques industrielles qui nous enferment actuellement? Mais moi, je pense qu'il y en a beaucoup de la créativité. Tous nos jeunes qui font des web-séries, il y a des choses extraordinaires là-dedans. Et d'ailleurs, nos web-séries sont choisies, sont sélectionnées à Cannes Série, au Marseille Webfest, à Série Mania. Et il y a beaucoup, dans les web-séries qu'on finance, il y a peut-être... au FIP, c'est vraiment plus une espèce de justement, c'est plus un bassin de jeunes talents. Et au Fond Belle, c'est un mélange un peu là, de producteurs plus assis. Et puis, mais il y a vraiment un mélange des deux. Mais il y a beaucoup de créativité, là. Moi, je pense qu'il faut peut-être se poser la question aussi pourquoi les jeunes sont devenus si technologiques avec un téléphone au bout de la main. Peut-être qu'ils ont des difficultés à décoder des textes et souvent... fait qu'il y a peut-être quelque chose là aussi, là. Peut-être que leur créativité s'exprime comme ça parce que c'est ce qu'ils ont entre les mains, puis c'est plus facile d'écrire 140 mots sur Twitter que d'écrire un scénario. Je sais pas, là. Moi, c'est des questions que je pose comme ça, mais il y en a des... l'INIS, c'est quand même une école aussi qui sort un peu du contexte, qui aide les jeunes à créer. Wakiponi Mobile aussi a aidé beaucoup les jeunes à créer. Mais c'est sûr que dès qu'il y a une initiative comme ça qui se met sur pied, et c'est une initiative de production, ben, il faut faire des arrangements aussi avec les associations, hein, parce que sinon, il n'y a rien qui peut être diffusé. Là. Je pense que c'est possible. C'est juste qu'il faut comprendre que nous, les fonds, l'argent vient quand même des câbleaux distributeurs. On est dans un modèle industriel. Là, hein? Alors, CRTC, diffuseur, câbleaux distributeur, donc ce qui ressort en bout de ligne doivent être des œuvres qui sont diffusées justement sur les plateformes de ces bailleurs de fonds-là. Il ne faut pas se le cacher, ce sont les bailleurs de fonds. Mais je pense que ça serait pas, c'est pas utopique, ou il y a quelqu'un, oui, qui peut créer
des lieux de création, des studios de création. Un YouTuber est tout seul devant sa caméra, hein, il peut dire n'importe quoi, il n'y a pas de droit à payer à personne, lui, là, puis il se diffuse, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait une œuvre de fiction ou un documentaire, ben, c'est ça, tout le monde a sa part de droit là-dedans. Là. Selon moi, c'est une responsabilité partagée parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. L'objectif du diffuseur, c'est de faire en sorte que l'émission qu'il va présenter au public soit vue massivement au moment où il présente l'émission, avec des durées de licence qui varient maintenant, mais admettons sur une période d'1 an, la saison de l'automne, peut-être l'année suivante. Alors, c'est vraiment l'objectif du diffuseur de faire ça, et puis de rehausser sa marque avec des belles productions. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, le diffuseur, je trouve qu'il est plus dans un mode promotion. Alors, il fait la promotion de sa marque, de ses émissions entre guillemets. Alors, ça, c'est une chose, la promotion. Pour moi, ça fait partie de, pas juste pour moi, au Fonds Bell, dans le pense-bête qu'on met à la disposition du producteur, le plan de découvrabilité inclut tout. Il inclut la promotion, la distribution, le marketing, mots-clés, réseaux sociaux et documentation de métadonnées. OK. Bon. Alors, et nous, on considère que dans tout ça, il y a des responsabilités partagées. Puis d'ailleurs, la promotion des émissions, les diffuseurs s'en sont toujours occupés, quoi. Ils ont toujours fait la promotion des émissions qu'ils diffusaient. Le rôle du producteur était de produire, de livrer une série, et après ça, le diffuseur s'arrangeait avec ce qui suivait, là, la promo, la distribution, puis tout ça. Alors, ces dernières années, le rôle du producteur a changé. Le rôle du diffuseur, son rôle est toujours de diffuser, mais admettons que peut-être que l'environnement et puis change. Mais le rôle du producteur, maintenant, n'est plus de produire un seul contenu, de le livrer à un diffuseur et ça s'arrête là. Premièrement, les producteurs doivent se diversifier beaucoup. Ils doivent produire beaucoup de contenu pour survivre aujourd'hui, surtout les producteurs qui produisent en français. Donc maintenant, les producteurs peuvent produire des contenus de toute durée, en différentes langues, pour différentes plateformes. Et les règles ne sont pas tout à fait les mêmes pour tout le monde. Alors, une plateforme numérique, ça peut être différent. Et peut-être que là, le rôle du producteur devient plus important lorsque son contenu est diffusé sur une plateforme numérique. Non, le producteur est devenu lui aussi une marque. Le producteur a un catalogue. Alors, moi, je pense que les métadonnées, c'est vraiment... le producteur a tout intérêt à les faire pour lui, pour sa survie, pour ses contenus, pour l'ensemble de son œuvre, finalement. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors que le diffuseur a intérêt à faire ce qu'il a à faire, mais pour sa business, entre guillemets, qui est une business de diffusion, et pour l'ensemble des productions, ce n'est pas nécessairement la même chose. Le diffuseur n'a pas nécessairement d'intérêt à faire la promotion pendant 5, 6 ou 7 ans, alors que le producteur, peut avoir cet intérêt-là, dire, écoutez, moi, j'ai des contenus, ça fait 20 ans que je produis, j'ai fait ça, donc j'assois ma réputation aussi sur ce que j'ai fait. Vous pouvez voir, ça existe toujours ou ça n'existe plus, ou c'est disponible ou c'est pas disponible. Mais moi, je trouve que les objectifs ne sont pas les mêmes. Et selon nous, je pense que les expériences qui marchent le mieux sont vraiment celles où le producteur et le diffuseur se sont vraiment assis ensemble et dire, OK, toi, le producteur, tu vas avoir de l'argent, admettons, de l'argent de découvrabilité du Fonds Bell. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec? Et puis, OK, nous, on va compléter avec ce qu'on fait d'habitude. On fait ça. Donc, toi, tu fais ça avant. Nous, on arrive au moment de la diffusion, on fait de la promo, et ainsi de suite. Alors, moi, je pense que c'est vraiment une responsabilité partagée. Donc, ça fait partie d'un plan continu, finalement, aussi, qui est déterminé au départ, producteurs et diffuseurs ensemble. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si je comprends bien. Bien, il y en a qui travaillent ensemble quand même. Là, il y en a pour qui ça va bien. Mais c'est certain que les modèles d'affaires ne sont pas pareils pour tout le monde non plus. Pour certaines productions, admettons, des grosses productions de télé, de TVA, ils sont vraiment très impliqués dans le marketing, dans la distribution internationale et tout ça. Donc, ils ont peut-être un modèle différent.
Donc, les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais moi, je suis persuadée que, puis par contre, on a peu d'exemples, et la télé, c'est un monde, et les séries numériques, c'est un autre monde. On n'a pas beaucoup d'exemples, mais je pense que c'est vraiment ceux qui travaillent ensemble qui réussissent le mieux. C'était la même chose en convergence. Ceux qui travaillaient ensemble, vraiment avec des objectifs qui se rejoignaient. Je ne dis pas que les objectifs sont toujours les mêmes pour tout le monde, mais des objectifs qui se rejoignent parce que, dans le fond, ultimement, on veut que le plus de gens possible voient nos œuvres, hein, quand on est créateur, producteur, diffuseur aussi. Donc, ultimement, c'est ça. Mais je pense qu'un producteur, maintenant, doit voir à plus long terme et vraiment planifier et travailler autour de sa marque, son catalogue et ce qui existe pour lui et ce qu'il peut faire avec l'ensemble de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une convergence, je dirais, entre les rôles de producteurs et de diffuseurs à l'avenir, ça va disparaître, ces modèles-là qui sont le modèle traditionnel d'aujourd'hui, producteur, dont vous parliez tantôt, puis qu'il va y avoir une nouvelle forme hybride, finalement, de producteurs-diffuseurs qui vont avoir tous les cordons? Bien, il y en a quelques-uns qui essaient, là, je pense, mais le modèle d'affaires n'est pas facile à trouver. Et puis, bon, Netflix, ça demeure un diffuseur, hein, puis Facebook, Apple s'en vient aussi avec son modèle de diffusion. Amazon, c'est un diffuseur. Donc, est-ce que les anciens gros diffuseurs sont remplacés par des nouveaux gros diffuseurs? Probablement. Est-ce que ce soit une plateforme numérique? Il n'en demeure pas moins que le rôle premier d'une plateforme comme Netflix est de diffuser des œuvres qui produisent ou qui ne produisent pas. Alors, je ne sais pas, il y en a présentement certaines, il y a des plateformes où il y a des producteurs qui sont également des plateformes, qui sont diffuseurs, mais le modèle d'affaires est difficile à trouver. Puis on dit toujours, nous, ici au Canada, bon, on est réglementé, puis il y a il y a quand même des services de diffusion, il y a des services de câble-distribution, mais c'est comme ça un peu partout dans le monde, là. Alors, je ne sais pas, mais je pense que la création de métadonnées, la documentation de métadonnées, ce n'est pas bon uniquement pour les producteurs, c'est aussi pour les créateurs, que ce soit des créateurs de musique, des scénaristes, des réalisateurs. Donc, c'est bon pour tout le monde. Alors, le producteur, je pense qu'au lieu d'être un diffuseur, il est davantage peut-être du côté des créateurs et il a tout intérêt, puisque la plupart des producteurs se disent des producteurs créatifs. Alors, il y a tout intérêt peut-être à prendre ce rôle-là aussi, dire, bon, mais je suis un producteur-créateur, donc j'ai des créations que je veux faire connaître, que je veux faire repérer, découvrir, et puis peut-être plus que diffuseur. Mais ça existe, mais je ne pourrais pas dire, est-ce que ça va être ça dans l'avenir? Je ne sais pas. Avez-vous des exemples de pratiques et d'outils de découvrabilité pertinents et performants? La performance, je pense que je l'avais mentionné lors de la dernière entrevue, ça, la performance des outils qu'on essaie de mettre en place, je pense depuis 2 ans peut-être, je pense que je pourrais dire qu'on est vraiment là dans la découvrabilité depuis que le fameux mot a été inventé. Mais je pense qu'on commence à sortir de la confusion de ce que c'est vraiment la découvrabilité. La découvrabilité, c'est beaucoup de choses. Et le terme a été, à mon avis, peut-être un petit peu galvaudé, a été un peu utilisé, n'importe quoi. Ben non, la découvrabilité, c'est de la promo. J'ai juste à faire de la promo. Mais ce n'est pas uniquement ça, la découvrabilité. Alors, je pense qu'on commence à sortir de la confusion. Donc, en commençant à sortir de la confusion, on commence à comprendre quel genre d'outils on a besoin et qu'on peut faire maintenant. Puis après ça, bien, on va mesurer. Puis après ça, on va voir si on a du succès ou pas. Parce que je dois avouer que le peu que nous, on a fait au Fonds Bell, et puis quand on se promène pour aux gens, bien, le faites-vous, tout le monde me dit non, on ne le fait pas, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Et il y a moyen d'aller vérifier aussi là, sur Schema, si ça a été fait ou pas. Alors, mais je pense qu'on commence, là. On commence c'est ça, à dépasser la phase de confusion, mais qu'est-ce que c'est au juste? On va mettre des outils en place, et puis après ça, on va pouvoir les mesurer. Alors là, au niveau du succès, les mesures et tout ça, là, je pense qu'on n'est pas encore rendu aux mesures de succès. On est plutôt arrivé à l'étape de quels seraient les meilleurs outils pour mesurer.
Et puis, nous, on essaie d'en mettre sur pied. Il y en a d'autres, là, on n'est pas les seuls à en faire. Alors, bon, j'ai déjà mentionné que sur notre site, on avait vraiment, mais c'est du B à bas, des checklists, là, vraiment ce que c'est la découvrabilité, mais de façon expliquée très simplement. Donc, et nous, quand on demande des plans, c'est ce qu'on demande. On dit, écoutez, si vous voulez faire un plan de découvrabilité, voici ce que vous devez faire. Bon, étudier un peu les auditoires par rapport à votre sujet, vous voulez parler à qui exactement avec votre projet, comment vous allez faire pour les rejoindre. Ensuite de ça, bon, pensez à une stratégie de mots-clés. Tout ça, ce sont des éléments de découvrabilité. Mais on insiste beaucoup sur la documentation de métadonnées parce que, et là, documentation de métadonnées, ça fait peur à tout le monde. Alors, disons que c'est documentation de votre contenu, tout simplement, qu'un créateur dit, OK, moi, je fais du contenu. Moi, c'est quoi je fais comme contenu? Bien, j'écris des scénarios, j'écris des livres, je produis des émissions, je fais des podcasts, de la musique, n'importe quoi. Donc, moi, je fais ça, c'est ça que je fais. Alors, pour que ces contenus-là soient repérés par les moteurs de recherche. D'ailleurs, le guide du Fonds indépendant de production s'appelle « Êtes-vous repérable » et non pas « Êtes-vous découvrable », « Êtes-vous repérable » parce que les moteurs de recherche vont repérer, mais ils vont repérer quelque chose qu'ils comprennent. Bon, alors, et s'ils ne comprennent pas ce que vous avez fait, ben, ils ne pourront pas, une machine, vous allez être perdu dans ce grand monde du web. Et c'est dans n'importe quoi, là. Si vous avez une petite business, si votre nom de compagnie est absolument imprononçable, il ne veut rien dire, bien, il faut vous expliquer. Dans le fond, c'est ça, c'est d'expliquer clairement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner ça non plus uniquement à des programmeurs ou à des codeurs. Il faut que quelqu'un, au départ, décrive clairement ce qu'est l'information. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette série-là parle de tel sujet, de tel sujet. Il faut utiliser les bons mots pour pas qu'il y ait de confusion non plus. Bon, alors tout ça. Et après ça, on peut donner ça à un codeur ou à un programmeur. Ah, OK, c'est ça qu'ils veulent dire. Sinon, là, on va écrire n'importe quoi. Puis, pas parce qu'ils ne sont pas bons, là, mais c'est juste parce qu'ils vont interpréter eux-mêmes. Donc, vous risquez de vous retrouver dans des endroits où être recommandé aussi là où ça n'a pas d'allure. Alors, c'est ça qui est important. Donc, nous, on a dit, bon, on va laisser tomber au niveau du financement les conférences, on va vous parler de découvrabilité, et on va faire quelque chose de concret. Alors là, on fait des tests avec des outils, et si ça fonctionne, bien, on va offrir ces outils-là à tous ceux qui veulent, dans le fond. Mais je pense qu'on n'est pas encore rendu. Est-ce que ça marche? Comment on peut mesurer ça? Je vous avoue que je ne sais pas comment on peut. Enfin, une façon de mesurer, c'est d'aller voir justement sur Schema s'il y en a. Premièrement, des données. S'il n'y en a pas, c'est parce que, bon, ça n'a pas été fait, évidemment. Mais ça n'a pas été fait. OK, qu'est-ce que ça a comme incidence? Parce que c'est sûr que faire des métadonnées, ça ne donne rien sur le coût. Ça ne donne pas de clients, ça ne donne pas de... Bon, mais c'est un placement à long terme. Moi, je dis toujours c'est un placement à long terme. Mais qui est-ce qui va entendre parler de placement à long terme, comme qui est-ce qui va entendre parler de réel quand on est jeune? Là? C'est la même affaire. C'est pas sexy faire ça. Alors, mais on est en train de penser à toutes sortes de choses là, qui pourraient faciliter, justement, pour les producteurs. Fait qu'on va peut-être arriver dans l'an prochain ou même peut-être d'ici la fin de l'année avec des initiatives intéressantes qui ne coûtent pas cher, mais qui peuvent être utiles. Sinon, au-delà de la découvrabilité, comment pensez-vous que les contenus francophones vont pouvoir se financer puis se démarquer dans l'avenir? C'est difficile. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Là. Je pense que Sylvain Lafrance en parlait. Il y a un article cette semaine, je me rappelle plus où j'ai lu ça. Mais vous savez, quand on est rendu à faire des séries dramatiques à 500 000 de l'heure, et ça, c'est quand on est bien chanceux, et qu'à Toronto, ben, le minimum, c'est 2 millions. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se le cacher. Pour toutes sortes de raisons, ben, n'empêche qu'à un moment donné, je pense qu'on sera plus compétitif, premièrement. Et ça continue à fonctionner. C'est sûr qu'il y a encore un auditoire acquis ici, mais un auditoire qui vieillit. Et donc,
on le sait, les jeunes, la langue, ça a plus tellement d'importance pour eux au niveau de l'écoute de leur contenu. Là, je ne veux pas généraliser, puis je ne veux pas dire que, bon, les jeunes ne se préoccupent pas de la langue française. Mais je pense qu'au niveau de leurs habitudes d'écoute, ils vont écouter ce qui leur tente. Puis le titre, où ça passe, puis dans la langue que ça passe. Et puis, les plateformes bien, offrent des traductions aussi aujourd'hui. Alors, si on comprend moins bien, bien, on peut aller voir finalement le sous-titre. Ah, c'est bien ça que j'ai compris. Donc, c'est pas... et ça va être des habitudes. Et je ne pense pas qu'on va pouvoir revenir en arrière, là. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc, comment on fait pour les intéresser au contenu quand ils ont justement accès à tous ces contenus à travers le monde? Comment on fait pour les intéresser à nos contenus à nous? Je ne le sais pas, mais oui, ça me préoccupe. Je pense qu'il y a des décisions qui relèvent du politique là-dedans, qui relèvent de la culture, qui relèvent de ça. Puis s'il n'y en a pas de volonté politique et qu'on laisse le marché, puis je ne sais pas si le système de taxation, c'est ce qu'il faut, parce que ce n'est pas tout d'avoir un système de taxation. Si les gens en veulent juste plus des contenus, on fait quoi? Est-ce que c'est parce que... Puis là, je n'ai pas fait d'études là-dessus, puis j'en ai pas lu récemment, mais les jeunes, est-ce que c'est parce qu'ils trouvent les contenus inintéressants? Je ne sais pas, les diffuseurs ont dû en faire là, des études, là, puis est-ce que c'est parce qu'ils trouvent ça inintéressant? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel genre de contenu ils aiment. Et les 18-35, c'est vraiment le public que tous les diffuseurs veulent aller chercher. Et puis, c'est celui qui est le plus difficile pas accaparer, mais à retenir. C'est vraiment... puis Dieu sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les retenir, leur offrir des contenus sur les plateformes numériques des diffuseurs, bon, tout ça. Alors, mais oui, c'est inquiétant, les contenus francophones. Justement, j'ai parlé à Sylvain Lafrance la semaine dernière pour une entrevue dans le même cadre. Puis on a parlé de la plateforme qui avait été annoncée, c'est l'automne dernier, par Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Ils voulaient travailler ensemble sur une plateforme francophone de contenu qui serait une espèce de Netflix, si j'ai bien compris, du contenu francophone. Est-ce que ça pourrait être une solution, ça? Bien, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait lire les études de marché, puis il faudrait lire, premièrement, qu'est-ce que cette plateforme-là offrirait. Deuxièmement, est-ce que ça serait des contenus réutilisés? Qu'est-ce qui fait la force de Netflix? C'est beaucoup les contenus originaux. Alors, est-ce que ça serait des contenus, réutilisés à l'infini? Bon, je ne sais pas, je sais pas. Puis, est-ce qu'on peut... parce que, bon, concurrencer Netflix, on sait, le plus grand concurrent de Netflix, ça va probablement être Apple, là. Alors, on va faire quoi, nous autres, là-dedans, avec tous ces géants-là qui sont une menace pour notre culture, pour notre langue, mais est-ce qu'ils sont une menace pour les consommateurs de contenu, peu importe leur langue? Je ne sais pas. Il faudrait voir, ça prend beaucoup d'argent pour faire une plateforme comme ça, là. Alors, est-ce que messieurs Macron et Trudeau sont disposés à mettre beaucoup d'argent? Je pense que pour les contenus francophones, là, pour intéresser les gens, il faudrait peut-être se pencher sérieusement sur les budgets. C'est bien beau, là, des séries avec 2-3 personnages, puis ça se passe dans 3 lieux, là, parce que c'est rendu pas trop... il ne faut pas dépasser trop le carré de sable. Mais à un moment donné, avec ce qu'on voit sur les plateformes, et puis des séries innovantes, avec des formats, des rythmes, des sujets qu'on ne fait plus ici. Alors, je pense qu'il faudrait aussi se poser cette question-là. Comment ça se fait que la télévision d'ici, il n'offre peut-être pas suffisamment, justement, pour ça? C'est-tu le manque d'argent? C'est sûrement pas le manque de création, un manque de créateurs. Alors, on pourrait peut-être commencer par ça avant de dire on va mettre j'allais dire des millions, mais je dirais plus des milliards dans une nouvelle plateforme, là. Ça se peut pas, là. C'est pas juste des millions qui vont... des millions, selon moi, c'est un diachylon, là.
Et puis, ça ne ferait pas de... Alors, je pense qu'il faut faire ça. Je pense qu'il faut encourager beaucoup, beaucoup. C'est ça. Sur les nouvelles plateformes, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup de créativité. Il faut voir là, tout ce qu'on peut aller chercher là. Il faut...